Nous allons donc aborder la deuxième partie de ce chapitre 3, la liberté et les devoirs. Alors pour cela, nous allons partir d'une définition très classique, plutôt même assez intuitive, qui, je pense, représente l'expérience commune de ce qu'on appelle la liberté. Nous allons partir de cette idée que la liberté, c'est un état de désir, c'est-à-dire un état de désir, même s'il n'est pas forcément ressenti, mais un état de désir, une situation objective de désir, dans lequel un individu fait ce qu'il désire. C'est-à-dire, même si on ne sait pas précisément le désir qu'on a, etc., en tout cas, on fait en fonction de son désir. Donc ça, c'était une définition la plus large possible, que nous étudierons au fur et à mesure, mais disons que c'est la base, la prémisse globale de tout ce chapitre. C'est pour ça que nous aurons à étudier plus précisément ce que l'on appelle un désir. Donc, on peut partir de cette idée que le désir, de cette idée de désir, ça veut dire que on est libre lorsqu'on fait un choix parmi différentes options. Et c'est donc pouvoir obtenir ce que l'on veut, pouvoir choisir l'option qui correspond à nos préférences. Cela a pour conséquence que maximiser la liberté des membres d'une société, c'est maximiser globalement la satisfaction de leurs préférences. C'est-à-dire, en gros, mettre au maximum les individus dans ces situations de liberté. Donc d'état de désir dans lequel ce qu'un individu fait est ce qu'il désire. Un individu est libre dans la mesure où il n'est pas empêché de faire ce qu'il a la volonté de faire, autrement dit dans la mesure où lorsqu'il doit choisir entre plusieurs options, on ne l'empêche pas de choisir celle qu'il préfère. Alors, ici, il n'est pas question encore précisément de morale ou de quel est le meilleur régime dans lequel on peut mettre un individu, etc. Pour l'instant, on essaie de donner une définition la plus précise possible, la plus précise de ce que l'on va appeler la liberté. Si un individu se trouve devant l'alternative X ou Y, et qu'il préfère X, sa liberté exige simplement qu'il puisse effectivement choisir X. Par exemple, Parcoursup met dans cette situation-là. Vous avez tout un tas de choses, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Une personne n'est privée de sa liberté que si l'on empêche de choisir l'option qu'elle préfère. Mais on peut aller plus loin. Ça, on peut considérer que c'est pas encore tout à fait ce qu'on peut appeler une situation de liberté. On peut aller encore plus loin. On peut ajouter aux situations d'empêchement, celles que nous venons de voir, les situations où est éliminée l'option préférée, les situations où cette option préférée a été ou est présentée comme désavantageuse, pénalisante ou mensongère ou trompeuse. C'est-à-dire que ce que là on aimerait faire, on nous dit il vaut mieux pas que tu le fasses. Mais on ne nous empêche pas de le faire. Ça, on peut quand même le choisir. Autrement dit, lorsqu'une personne se trouve face à un choix, par exemple une alternative entre X et Y, elle ne sera dite libre, elle sera en situation de liberté que si elle peut choisir aussi bien X que Y, selon qu'elle préfère X ou Y. C'est-à-dire que personne va lui dire « tu ne devrais pas préférer cela ». Donc chaque terme de l'alternative doit donc rester une porte ouverte, elle peut être prise, et donc dans ce cas-là, on pourrait peut-être avoir l'impression de liberté dans la mesure où on modifiera ses goûts de manière à préférer ce que vous pouvez effectivement choisir, qui est X ou pas. C'est-à-dire vous avez des capacités un peu réduites, donc du coup vous allez vous mettre à préférer certains choix plutôt que d'autres. Donc là on est typiquement encore une fois dans une situation de Parcoursup où on va vous dire mais prends plutôt cela parce que c'est pas dans tes capacités, tu n'y arriveras pas, etc. Et donc petit à petit, le choix est limité. Alors, il n'est pas seulement limité par vos capacités, il est surtout limité sur le discours que l'on a à l'égard de vos capacités et de ce que vous pouvez faire. C'est deux choses assez différentes. Donc si on vous parle de cette manière-là, si vous mettez à désirer non selon vos préférences, mais plutôt selon vos capacités, comme on dit, eh bien on peut considérer que vous n'êtes pas libre. On perd ici la notion de sens. Donc il y a
liberté s'il n'y a pas ingérence sur les alternatives à choisir. Donc expliquer à un individu qu'il doit apprendre à ne vouloir que ce qu'il est en mesure d'obtenir peut, c'est pas nécessaire, mais peut contribuer à son bonheur ou à sa sécurité, mais cela certainement pas, mais cela n'augmente certainement pas sa liberté. Ça, c'est un point fondamental, ce qui veut dire que ça peut être considéré comme moralement bon, peut-être même protecteur des individus, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui augmente la liberté, au sens de sa définition. Donc, par exemple, c'est l'ingérence de vos parents, de professeurs, concernant vos choix sur Parcoursup, l'exemple que je vous ai donné. Donc, on a une structure objective de situation de liberté qui a cette forme-là. On peut considérer qu'il y a des actions qui sont en dehors de la liberté, c'est-à-dire en gros où on nous empêche de faire ce que l'on désire, et des situations où on fait ce que l'on désire. Premier type de situation. Et on peut préciser, c'est-à-dire au sein même des actions où on fait ce que l'on désire, il y a des actions où le désir que l'on a de faire une action a été en quelque sorte modifié par les discours que l'on a apportés sur votre capacité, sur ce que vous étiez, etc. et qui font qu'il y a une certaine forme d'ingérence. On vous a dit en quelque sorte, il vaut mieux que tu choisisses ceci, et vous le faites. Mais c'est pas tout, on peut aller encore plus loin. Supposons qu'un individu jouisse de la liberté, conçue comme non-ingérence, il n'est pas empêché, il a un grand nombre d'options et de portes ouvertes, il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de frustration. Est-ce que pour autant on peut en conclure directement qu'il est libre? Alors non, parce qu'il se peut en effet qu'un individu va dépendre d'autres personnes. Et ces autres personnes pourraient avoir un pouvoir d'ingérence, c'est-à-dire auraient un pouvoir d'ingérence, elles peuvent influencer, c'est-à-dire les connaissances et les ressources qui leur permettraient d'intervenir, elles ont des connaissances et des ressources qui leur permettraient d'intervenir dans les décisions si elles le souhaitaient. D'accord? Mais elles ne le font pas. Ça veut dire que cet individu qui dépend des autres personnes pourrait tout de même choisir l'opinion qu'il préfère, mais uniquement si les autres y consentent. C'est-à-dire s'ils lui donnent la permission. D'accord? Donc c'est encore plus précis, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui peuvent faire ingérence, il y a des personnes qui peuvent influencer le choix, mais ils ne le font pas. Et donc, le fait de choisir librement comme ça, de façon encore plus précise, n'est pas encore précisément libre. Vous voyez? Donc il faut éliminer encore plus la possibilité d'ingérence. Il faut même pas qu'il y ait la possibilité d'ingérence. Vous comprenez? Donc là, on va encore plus loin. Et ça, c'est ce qu'on va parler de liberté comme non-domination. Il ne suffit pas qu'il y ait une ingérence effective, il faut éliminer la possibilité d'une ingérence. D'accord? Et donc ça veut dire que on ne réfléchit pas en se disant là je peux choisir. Parce qu'il ne m'a encore rien dit. D'accord? Personne ne m'a encore rien dit, il m'a pas interdit dans ce cas-là. D'accord? Donc un individu qui va dépendre de la volonté d'autrui ne saurait être considéré comme libre, quand bien même il serait traité le plus aimablement du monde. On précise, tandis que la liberté comme non-ingérence exige simplement que chaque option à choix demeure une porte ouverte, la liberté comme non-domination exige en outre qu'aucune porte, quelle qu'elle soit, ne soit surveillée par un gardien, quel qu'il soit. Par exemple, c'est le lien entre le maître et l'esclave, le lien de domination entre le maître et l'esclave, le lien de domination entre le patron et son employé, le mari sur sa femme, le monarque sur son peuple, la métropole sur ses colonies. La question de l'État, on y reviendra, mais on pourrait considérer qu'il y a une certaine forme de domination de l'État, mais on y reviendra, on précisera ce genre de lien-là. Donc la liberté comme non-domination nécessite que l'on emploie des ressources pour protéger les individus de l'arbitraire ou de la volonté d'autrui. En quelque sorte, la liberté d'autrui. Limiter la liberté d'autrui sur la liberté, sur ma propre liberté. Ainsi, pour que tout individu puisse être également libre, ils doivent être protégés par un régime juridique commun, c'est-à-dire des lois, qui vont porter sur un ensemble de choix communs.
On y reviendra dans le chapitre suivant sur la justice. Et cet ensemble de choix communs aura pour objectif de protéger de l'arbitraire d'autrui. Donc pour qu'il y ait liberté, il faut donc les choix qui doivent être protégés, ces choix-là, la possibilité de choisir, c'est ce qu'on appelle en droit, ce qu'on appelle des droits fondamentaux ou de liberté fondamentale. D'accord ? On y reviendra, ce sera un point extrêmement important quand on travaillera sur la justice. Et ce sont les libertés que chaque membre de la société doit pouvoir exercer de façon satisfaisante en même temps que les autres. On parle aussi parfois de ce qu'on appelle le droit que l'on possède naturellement, le droit naturel. On y reviendra, c'est un point très important, droit naturel au sens de un droit qui va de soi. Il va de soi que nous devons respecter la liberté et le choix de chacun. Donc, pour qu'il y ait liberté, il va falloir prendre en compte une structure beaucoup plus complexe, et donc avec en quelque sorte trois ensembles. Cette situation complexe de liberté va être donc sous cette forme-là: liberté comme non-frustration, que nous pouvons préciser encore liberté comme non-ingérence, et liberté comme non-domination. Donc pour pouvoir comprendre cette structure, il va nous falloir donc revenir et décrire cette situation-là, l'examiner, l'évaluer et en apporter une preuve et une démonstration. Ce sera le but de tout ce chapitre. Ceci nous permet d'avoir une première forme de définition générale qui sera donc à examiner. La liberté comme non-frustration nous permet de dire que être libre, c'est faire ce que l'on désire. La liberté comme non-ingérence ajoute une première caractéristique, première description: faire ce que l'on désire sans être empêché ou influencé par d'autres. Et la liberté comme non-domination, c'est sans être en situation d'être dominé. Donc faire ce que l'on désire sans être empêché ou influencé par d'autres et sans être en situation d'être dominé. Voilà la définition que nous aurons à examiner plus précisément. On l'examinera en trois parties. Faut-il libérer le désir ou se libérer des désirs? Une première partie qui portera essentiellement sur la notion de désir et sur un désir libre. Donc on parlera notamment de la notion de bonheur, le bien que nous apporte d'assouvir nos désirs, de se satisfaire, d'être content. Donc nous verrons le rapport entre désir et liberté. Puis deuxième point qui parlera notamment qui examinera davantage liberté comme non-ingérence, ça va être l'influence des autres individus sur la liberté, où nous essaierons de répondre à la question: les autres individus sont-ils des limites ou des conditions à ma liberté? Et enfin, troisième et dernière partie, qui parlera de cette capacité à désobéir et à ne pas se fier à l'autorité ou à l'ordre ou les demandes des autres, où nous répondrons à la question: obéir à ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Ces trois questions sont des questions de dissertation qui sont tout à fait légitimes pour un bac, sauf la première qui est plus portée sur une notion que vous n'avez plus dans votre programme.